Ça marche. Hop. Euh, ok, et ben bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus à ma présentation sur la compréhension des freins et des leviers de la mise en place de pratiques de lutte biologique par conservation et gestion des habitats dans le parc du Pilat. Je vais vous présenter mes résultats que j'ai obtenus au cours de mes 6 mois de stage euh, suite à une enquête auprès de producteurs dans le parc du Pilat, à savoir des arboriculteurs, des viticulteurs, des maraîchers et des polyculteurs éleveurs. Euh, dans cette présentation, je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte au projet auquel je suis rattachée pour ce stage, donc le projet Carab dans le Pilar Rhodanien. Vous éclaircir un petit peu sur le matériel et la méthode que j'ai utilisée pour mon stage. Vous présenter mes résultats sous la forme qui répondent à 3 questions de recherche que, que je vous présenterai juste après, pour ensuite terminer sur une discussion plus générale de ces résultats. Tout d'abord, très rapidement, l'agriculture d'après-guerre qui est basée sur des pesticides et une simplification de systèmes de culture est aujourd'hui fortement remise en cause et pointée du doigt face à l'érosion de la biodiversité dans les systèmes agricoles. En réponse, eh bien, plusieurs programmes de recherche ont été financés, dont le programme de recherche Vie créative qui a la conviction qu'une agriculture sans pesticides nécessite une réflexion systémique à l'échelle territoriale, en accompagnant des acteurs pour construire des solutions. Donc, ce projet est basé sur 8 territoires pilotes, dont le territoire du parc du Pilat, euh, qui, dans lequel se côtoie une agriculture très diversifiée. Les premières actions bicréatives dans le parc du Pilat ont été traduites par un diagnostic sociotechnique à la réduction de l'utilisation des phytosanitaires dans les filières de viticulture et arboriculture. Donc un travail mené par Anna notamment. Et en fait, ce travail a mis en lumière un fort intérêt de la part des producteurs du pilat rhodanien à l'approche de la lutte biologique par conservation et gestion des habitats. C'est pour cela qu'il a ensuite décidé de creuser un peu plus la question. Allez, Euh, oui, et- il n'y a pas de diapo, je ne sais pas si c'est normal, mais juste au cas où. il n'y a pas de Euh, diapo? les diapos n'ont pas encore été, ne sont pas Si, affichés. si, moi je les ai, les diapos. Moi aussi. Ah, excusez-moi. Donc ça doit être chez toi qu'il doit y avoir un souci. Ah, Oui. Moi aussi, je les ai. Bizarre. Ok, bon, continue. Bon, essaie de résoudre, parce que c'est embêtant. est-ce que tu veux que j'arrête le partage pour recommencer peut-être? C'est bon, j'ai réussi. Ah, ok. Allez, excusez-moi. Euh, ok. Donc du coup, pour vous donner juste quelques éléments sur la lutte biologique par conservation et gestion des habitats, eh bien c'est une approche qui comprend l'ensemble des mesures prises pour la préservation des ennemis naturels indigènes ou auxiliaires de culture, en empêchant leur destruction par d'autres pratiques et en augmentant leur efficacité, notamment par la gestion des habitats. Donc cette approche se, s'axe sur deux approches, on va dire, complémentaires. Donc, l'approche de bottom-up qui a pour finalité de défavoriser les ravageurs, où là, les leviers d'action sont plus à l'échelle de la parcelle, avec notamment une réduction du travail du sol ou l'implantation de variétés résistantes. Euh, et l'approche top-down qui, elle, a pour but de favoriser des espaces ressources pour les populations d'auxiliaires de culture, dont les pratiques s'axent notamment autour de la gestion et de l'implantation d'infrastructures agroécologiques. Pour revenir au projet Carab, donc comme je l'ai dit, ce projet fait suite au fort intérêt pour la lutte biologique par conservation et gestion des habitats dans le parc du Pilat. Il s'articule autour de plusieurs volets de travail. Donc, le premier volet a été réalisé par des étudiants de l'ISARA
euh, et consistait à diagnostiquer et cartographier des éléments semi-naturels de 8 fermes dans le Pilar rhodanien pour créer des supports de travail en fait, qui allaient pouvoir ensuite être réutilisés lors d'ateliers avec des agriculteurs. Mon stage, Mon stage, en fait, a pour du coup objectif de déterminer les freins et les leviers à la mise en place de ces pratiques. Et enfin, un dernier stage pour terminer un peu le projet a pour but voilà, de s'approprier tout ce qui a été fait avant et de compléter le diagnostic des fermes et de permettre d'outiller une démarche de co-conception avec les acteurs, notamment avec la mise en place cet hiver d'ateliers de co-conception avec les acteurs du territoire qui ont été identifiés, donc notamment les agriculteurs. Voici ma problématique. Donc, quels sont les freins et les leviers à la mise en place de pratiques de lutte biologique par conservation et gestion des habitats pour l'agriculture du Pilar rhodanien? Euh, 3 questions de recherche en découlent. Donc, essayer d'identifier quelles sont les pratiques qui sont mises en place dans ce territoire que l'on peut observer en fonction des différentes productions et d'essayer de voir s'il y a des pratiques différentes selon les filières. Quelles sont les différentes motivations des agriculteurs à la mise en place de ces pratiques? Est-ce que c'est toujours la biodiversité ou est-ce qu'il y a d'autres approches? Et enfin, quels sont les freins et les leviers qui sont identifiés pour ces pratiques observées dans le pilote? Hop. Pour vous présenter rapidement mon territoire de recherche, donc le parc du Pilat, c'est un parc qui se situe à proximité de grandes métropoles telles que Lyon, Saint-Étienne. Le parc du Pilat, le Pilat rhodanien, pardon, est désigné par le. C'est une petite zone en fait qui est au sud du parc du Pilat et qui est désignée par la figure rouge que vous pouvez voir sur la première figure. Et dans le Pilar rhodanien, c'est un territoire dans lequel se côtoient plusieurs agricultures différentes, plusieurs productions, notamment, donc comme on peut le voir sur la carte d'occupation des sols, de l'arboriculture en rose, de la viticulture le long du Rhône avec en violet, mais aussi une grande proportion de prairies, de polyculture élevage. Donc, il a été décidé de s'intéresser en fait à une continuité de communes, donc de Véranne à Saint-Pierre-de-Bœuf, en fait, pour travailler sur la notion de connectivité paysagère à l'échelle de ces différentes filières. Euh, pour le choix des productions, en fait, donc il a été décidé d'enquêter les productions représentatives de ce petit territoire, donc à savoir l'arboriculture et la viticulture, qui sont des productions à enjeu, puisque ce sont des productions qui voilà, sont fortement consommatrices de pesticides de synthèse. Mais aussi, il a été décidé d'enquêter des polyculteurs éleveurs, puisque ce sont des agriculteurs qui souvent travaillent sur une grande surface et donc qui ont un potentiel d'impact sur le paysage qui est assez important. Enfin, bien que les maraîchers soient assez peu nombreux sur ce paysage, eh bien, il y en a quand même qui côtoient en fait ces différentes productions et la filière maraîchère est également à enjeu pour la lutte biologique par conservation et gestion des habitats, euh, puisque voilà, favoriser les auxiliaires de culture est une question qui revient notamment en agriculture biologique ou favoriser les pollinisateurs, etc. Euh, du coup, pour revenir à mon échantillon, voilà, le but c'était d'avoir un témoignage de production diversifiée, ce qui a pu être réalisé, comme vous pouvez le voir dans le tableau 2, avec plus d'arboriculteurs et de viticulteurs enquêtés que les autres productions, mais c'était aussi notre souhait, puisque, voilà, comme je l'ai dit, ce sont des filières à enjeu. Euh, il était aussi, c'était aussi le souhait d'avoir un échantillon représentatif des différentes agricultures. Donc c'est pour ça que je me suis attardée à enquêter des conventionnels comme des bio. Et enfin, des agriculteurs qui étaient insérés dans des réalités socio-économiques différentes, que ce soit en coopérative ou grande distribution,
mais aussi dans des ventes directes, enfin dans des circuits de vente directe ou vente aux données. Au final, 14 agriculteurs ont pu être enquêtés et ce stage avait aussi vocation à recueillir les paroles, enfin les propos d'acteurs plus structurants, plus globaux, qui pouvaient en fait éclaircir le propos des agriculteurs du PILA. Donc c'est pour ça que je suis allée voir par exemple des conseillers dans des structures d'accompagnement telles que les chambres d'agriculture, mais aussi des associations naturalistes et évidemment des personnes qui travaillent au PNR pour avoir une idée des différentes actions qui sont sur ce territoire-là. Tac. Je vais passer très rapidement sur cette figure, mais euh, voilà, donc comme je l'ai dit, mon stage s'est articulé en plusieurs phases. Donc première phase de recherche bibliographique avec un état de l'art sur les pratiques et puis sur l'identification des freins et des leviers. 3 entretiens exploratoires m'ont permis de me familiariser avec les diverses actions et les divers enjeux de ces pratiques-là et m'ont permis de construire mon guide d'entretien. La phase d'enquête s'est déroulée pendant 2 mois, sur laquelle je suis allée voir une quinzaine d'agriculteurs, du coup, des acteurs plus structurants, et j'ai aussi participé à diverses journées techniques qui m'ont permis d'avoir une vision, enfin, de recueillir le témoignage d'autres agriculteurs que je n'avais pas pu enquêter de manière plus approfondie. Euh, voilà, donc tout ça pour analyser les données et récolter divers résultats que je vais vous présenter juste après. Euh, Très rapidement également, les déroulés des entretiens avec les agriculteurs donc, se déroulaient en plusieurs phases en fait pour récolter voilà, toutes les données nécessaires à l'analyse des freins et des leviers par pratique. Donc avec notamment en première partie vraiment une emphase sur les caractéristiques de l'exploitation agricole, sur l'environnement socio-technique dans lequel elle s'insère pour comprendre vraiment quelles sont les différentes possibilités et opportunités que les agriculteurs peuvent avoir à la mise en place de ces pratiques-là. Euh, et ensuite, on discutait évidemment des différentes pratiques que l'agriculteur avait mis en place sur son exploitation, avec une discussion plus élargie sur les freins, les leviers qu'il identifiait à la mise en place d'autres pratiques pour d'autres producteurs etc. Euh, voilà. Euh, je vais pas vous aller en détail sur ce sujet-là, mais j'ai produit divers rendus. Donc notamment en fait après chaque entretien, et bien je faisais une fiche synthèse de toutes les caractéristiques qui m'aidaient à comprendre en fait l'exploitation agricole, qui m'aidaient à comprendre les pratiques de cet exploitant et l'environnement socio-technique dans lequel il était inséré. Et ensuite, je réalisais en fait un tableau des freins et des leviers, donc freins et leviers catégorisés en quatre catégories, donc économique, technique, personnel et organisationnel, à diverses échelles, donc à l'échelle du territoire, mais aussi à l'échelle de l'exploitation agricole. Voilà, donc on en vient à la présentation de mes résultats. Donc la première question auquel je souhaite répondre, c'est dresser un état des lieux des pratiques que j'ai pu observer dans ce territoire-là. Euh, pour cela, j'ai pu catégoriser ces pratiques en 6 catégories. La première, en fait, c'est la généralisation, enfin, la confusion sexuelle, qui est une pratique assez répandue dans les vergers et les vignobles du Pilar rhodanien. Donc, de l'échantillon qui a été enquêté, tous les arboriculteurs mettent en place cette pratique et les viticulteurs, seulement 3 sur 4 la mettent en place. Donc c'est une pratique qui comment dire, en fonction des différentes productions, eh bien, il y a une concertation ou non des producteurs, puisque pour être efficace, cette pratique a besoin d'une grande surface. Donc c'est pour ça que, par exemple, les viticulteurs s'organisent grâce à une coopérative phytosanitaire pour la mise en place de puffers que vous pouvez voir dans l'image dans les vignes du Pilat.
Par contre, les arboriculteurs ont une action plus indépendante puisqu'ils ont ils ont des surfaces plus importantes et peuvent, sans se concerter, en fait, puisqu'ils observent un peu tous les pics de vol, mettre en place une action globale et efficace dans leur parcelle. Plusieurs pratiques ont pu être observées pour renforcer la résilience des cultures dans le piélar rhodanien en fonction des différentes filières. Donc, les arboriculteurs, eux, jouent beaucoup sur l'implantation de variétés résistantes, notamment tavelure, enfin que tavelure, pardon. Donc, avec des implantations plus ou moins importantes en fonction des producteurs. Par exemple, certains producteurs sont organisés en coopérative et donc pour ces producteurs-là, eh bien, ils font le choix depuis quelques années de ne planter plus que des résistants de tavelure quasiment. Alors que pour les autres, eh bien, les expérimentations sont plus poussives et prennent un peu plus de temps. Pour les polyculteurs éleveurs, eh bien, eux, ils jouent plus sur la, la diversification de leur rotation en insérant par exemple des légumineuses dans leur rotation. Euh, les maraîchers sont en agriculture biologique, donc ils ont une agriculture très diversifiée, pardon. Euh, et tandis que les viticulteurs, eux, ont des pratiques plus prophylactiques pour prévenir pour prévenir les maladies cryptogamiques, donc avec de l'effeuillage ou des huiles essentielles pour prévenir ces maladies-là. La question de l'entretien des sols et de la gestion de l'enherbement est également beaucoup revenue dans les entretiens. Donc, beaucoup d'agriculteurs, notamment les arbos et les vitis du territoire, euh, maintiennent un enherbement dans leur rang de culture, donc avec euh, différents, on va dire, ils sont impliqués à différentes échelles, dans le sens où certains viticulteurs vont enherber complètement leur, euh, leur rang, tandis que d'autres, comme à l'image par exemple, n'enherbent qu'un rang sur deux. Euh, Pareil pour les arboriculteurs, ils ont des pratiques diverses d'entretien de cet enherbement. Toujours est-il que pour ces deux filières-là, l'enherbement est présent sur leur parcelle. Pour les polyculteurs éleveurs, eh bien, eux, ils sont dans une démarche de réduction du travail du sol, notamment P2 et P3, qui sont impliqués dans un collectif d'agriculteurs qui travaillent ensemble à la réduction du travail du sol en ayant, par exemple, investi dans un semoir direct. Euh, le Pilar rhodanien est un territoire qui est très riche et très diversifié au niveau de son environnement naturel. Et donc, c'est pour ça que la question de l'entretien de ces espaces est une problématique très importante pour notre question, enfin, pour nos questions de recherche. Euh, donc, il en est ressorti que l'ensemble des producteurs enquêtés sont convaincus de s'insérer en fait dans ce milieu très riche et très naturel. Euh, et en fait, il en ressort du coup une diversité de stratégies de gestion en fonction de la sensibilité de ces agris à cet environnement-là. Par exemple, pour des agriculteurs qui craignent une plus forte pression des ravageurs, eh bien, ils vont avoir un entretien plus important avec des machines, on va dire, plus agressives, où ils font appel à des sociétés extérieures pour, euh, pour entretenir leur bordure de champs. Tandis que des agriculteurs qui sont plus convaincus de la nécessité de ces habitats pour la régulation biologique ont tendance à plus laisser ces agriculteurs, ces espaces bah, évoluer tout en gardant évidemment l'espace de production et bien enfin, préservé de ces espaces naturels. Donc c'est pour cela que en fait j'ai observé une implantation plutôt éparse, sporadique de nouveaux habitats dans le territoire du Pilar rhodanien, notamment au niveau des haies, puisque comme je l'ai dit, beaucoup d'agriculteurs sont convaincus que ça ne ça sert pas à grand-chose d'implanter des haies puisqu'ils ont déjà un environnement très diversifié. Par contre, par exemple, les arboriculteurs vont implanter des nichoirs pour essayer de réguler la pression des carpocaps dans leurs parcelles agricoles.
Au niveau des bandes fleuries, eh bien, si deux arboriculteurs de la coopérative ont pu en implanter il y a quelques années, seulement un maintient en fait ces bandes fleuries puisque la réglementation récente sur la floraison et la pollinisation dans les traitements agricoles, eh bien, ça a poussé l'arboriculteur 4 à supprimer ces espaces par crainte en fait de sanctions de la part de cette enfin des contrôleurs en fait de la police de l'environnement. Enfin, il y a plusieurs agriculteurs qui sont motivés et engagés dans la conservation d'éléments historiques de leur territoire qui sont potentiellement favorables à une conservation de biodiversité, par exemple des cabanes pour les oiseaux. Euh, voilà. Donc on peut observer que c'est majoritairement les viticulteurs, donc A1 et A2 ont également des vignes qui ont à cœur de préserver en fait un paysage identitaire de leur territoire et donc pour cela de conserver des murets, des cabanes et tout. Maintenant qu'on a dressé un bon état des lieux des diverses pratiques, en fait on peut s'attarder à comprendre les différentes motivations des agriculteurs à la mise en place de ces pratiques-là puisque ce n'est en effet pas forcément la biodiversité qui va les motiver à mettre en place ces pratiques. Alors, donc j'ai pu faire un schéma qui recense en fait toutes les portes d'entrée, on peut appeler ça comme ça, euh, à la mise en place de ces pratiques-là. Donc ici, on voit juste les arboriculteurs. Donc, on peut observer que les arboriculteurs sont motivés par le contexte de diminution du panel de produits phyto à disposition qui va qui va entraîner une réflexion sur des méthodes de lutte alternatives comme l'implantation de variétés résistantes euh, ou, euh, ou par exemple des essais, des expérimentations sur des glues ou des pucerons, enfin pour retarder un peu l'impact des pucerons. Donc ça, c'est pour les arboriculteurs. Les viticulteurs, eux, sont plus motivés pour lutter contre l'érosion de leur sol, puisqu'ils sont dans des parcelles à forte pente. Donc eux, enfin, axent globalement leurs pratiques autour de l'amélioration de la qualité de leur sol, avec pour quelques-uns des engrais verts, mais pour la majorité de l'enherbement euh, dans leur parcelle. Pour les maraîchers, eh bien, eux, ils ont vraiment la problématique de protéger leur production en maintenant ou en favorisant des éléments semi-naturels qui vont les préserver des fortes chaleurs ou qui vont les préserver des forts vents qu'il y a dans le territoire du Pilat. Euh, le maraîcher 1, eh bien, lui, s'intéresse plus à vraiment favoriser ces espaces pour maintenir une régulation biologique efficace qu'il juge nécessaire pour son agriculture. Pour les polyculteurs éleveurs, eh bien, eux, pareil, ils axent aussi leurs pratiques sur l'amélioration de la qualité de leur sol avec comme je l'ai dit, un travail sur la réduction du travail du sol, l'implantation de couverts végétaux, le semi-direct, voilà. Pour les éleveurs, donc P1 et P2 par exemple, eh bien eux, ils ont à cœur de maintenir euh, des espaces semi-naturels pour maintenir de l'ombrage pour leurs animaux dans leurs parcelles. Voilà, donc on peut vraiment voir qu'il y a une diversité de portes d'entrée en fait à la mise en place de toutes ces pratiques sur un petit territoire. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de les mobiliser pour les actions futures du projet. Enfin, on arrive sur l'identification des freins et des leviers par pratique dans ce petit territoire. Donc, j'ai fait le travail d'identifier les freins et les leviers pour toutes les pratiques que j'ai pu vous évoquer, mais je vais m'attarder seulement sur trois pour la présentation de ces résultats. Alors, une question importante, du coup, c'est vraiment l'intégration croissante de l'enherbement dans les parcelles du Pilat rhodanien. Euh, donc, comme on a pu le voir dans cette présentation, eh bien, les viticulteurs
Vraiment, eux font ça pour avoir un meilleur maintien du sol face aux diverses risques d'érosion. Pour les arboriculteurs, eh bien, ils m'ont évoqué le fait d'avoir arrêté les acaricides grâce à cet enherbement, puisqu'il va favoriser des araignées, une faune auxiliaire qui va pouvoir les aider. Donc en fait, au fur et à mesure des années, ils ont vraiment vu une évolution dans le contrôle des acariens dans leur verger. Et donc maintenant, ils n'ont plus besoin d'en mettre. Euh, il y a divers freins qui ont pu être identifiés à différents échelles, pardon, euh, pour cet enherbement. Donc, euh, un frein évident, eh bien, c'est la concurrence avec l'eau pour les cultures sensibles telles que la vigne et le maraîchage, ou des dégâts liés aux campagnols dans les vergers qui vont parfois pousser les agriculteurs à avoir des pratiques plus intensives, telles que de la tonte ou du désherbage chimique, puisqu'ils sont confrontés à des vrais impacts dans certaines parcelles. D'autres agriculteurs mettent en évidence le fait que pour des agriculteurs en bio, eh ben, c'est compliqué de maintenir un enherbement euh, puisque voilà, le désherbage mécanique est une pratique chronophage. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans le Pilar rhodanien, eh ben, c'est difficile de trouver du monde pour travailler là-dessus. Et en plus, la géométrie des parcelles, la topographie des parcelles complique le désherbage mécanique puisque certaines parcelles sont en pente, donc en fait ça rajoute une certaine technicité pour une efficacité du désherbage, notamment en polyculture élevage, où il y a un risque de désherber sur la culture. Hop. Pour, euh, pour l'implantation de nouveaux habitats, eh bien, il y a de nombreux défis dans le pilar rhodanien. Donc, comme j'ai pu l'évoquer, voilà, il y a une vraie réticence euh, à créer des nouveaux habitats puisque ils sont conscients de la diversité importante présente dans leur environnement naturel. Euh, Encore une fois, la petite taille des parcelles du Pila va laisser peu de place pour implanter des nouvelles haies ou des bosquets sans risquer une concurrence importante euh, pour l'eau, pour les engrais, etc. Euh, les agriculteurs m'ont aussi évoqué un certain manque de temps pour étudier ce type de projet et gérer ces projets d'implantation. Euh, c'est pour ça que le territoire du PILA joue un rôle structurant dans l'accompagnement technique qu'il propose actuellement aux agriculteurs pour l'implantation de haies. Euh, et donc, pour l'instant, ils ont cet accompagnement technique, mais ils n'ont pas pu encore vraiment le diffuser aux agriculteurs et leur faire savoir qu'ils pouvaient les accompagner sur ce sujet. Mais récemment, avec la stabilisation de financement, eh bien, une conseillère en agroécologie du parc m'a fait part que ils allaient voilà, diffuser cet accompagnement technique aux divers producteurs. Euh, Enfin, pour terminer sur des pratiques, pour terminer sur des freins et des leviers identifiés par pratique, euh, face à l'émergence de variétés résistantes comme méthode alternative pour réduire les traitements, il y a des réactions disparates dans les différentes filières, notamment arbo et viti. Donc, comme je l'ai dit, les arbos se structurent pour commercialiser ensemble, notamment les arboriculteurs de la coopérative, donc A1, A3, A4 qui, eux, ne renouvellent leur verger plus qu'avec des variétés résistantes, ou presque. Ils se montrent satisfaits par ces variétés, notamment la variété Inogo qui présente de bons comportements contre le puceron. Par contre, pour les autres, eh bien, voilà, comme je l'ai dit, c'est des expérimentations plus poussives et même pour un arboriculteur, il s'est montré déçu de l'implantation de ces variétés, donc c'est pas dit que lui continue à en implanter. Par contre, ce qui a été vraiment mis en évidence pendant une journée technique auquel j'ai participé en arboriculture, c'est que l'intensification des pluies va favoriser les phénomènes de contournement sur des variétés résistantes et dans des paysages où qui ne sera plus que
régies par ces variétés-là, la question se pose sur vraiment la pérennité de, de ces pratiques, de ces variétés, en fait, comme méthode alternative pour réduire les traitements. Euh, il est aussi très important de souligner que le renouvellement des vergers, ça présente un réel défi économique pour ces arboriculteurs qui sont soumis en fait aux fluctuations du marché. Et du coup, la question de la rentabilité sur 10, 15 ans se pose avec toutes les questions de dérèglement climatique, etc. Pour la viticulture, eh bien, en tout cas, du côté des AOC, euh, pour l'instant, un entretien avec des conseillers en viticulture a bien montré le fait que, elles ne souhaitent pas inclure de variétés résistantes pour l'instant dans leur cahier des charges. Euh, la question se pose maintenant de quelles sont les pratiques à favoriser et quelles sont les pratiques qu'on souhaite favoriser pour la lutte biologique par gestion et conservation à l'échelle du pilar rhodanien. Si je devais m'attarder sur une pratique, eh bien, euh, il est clair que les agriculteurs de ce territoire sont conscients de l'environnement dans lequel ils s'insèrent. C'est pourquoi eh bien, les guider sur un meilleur maintien ou une meilleure gestion de ces espaces pourrait vraiment avoir un fort impact sur sur le paysage du Pilat et sur la biodiversité, sur ces espaces ressources-là. Puisque pour l'instant, par manque de temps, certains agriculteurs vont avoir des pratiques euh, que ce soit trop fréquentes ou avec des, euh, du matériel qui n'est pas adapté, car trop agressif, comme des épareuses, des lamiers, etc. Donc peut-être les guider sur le choix des pratiques, le choix de la gestion de ces espaces-là pourrait être bénéfique pour notre étude, pour notre approche, pour l'approche de la lutte bio. Il y a la question une question qui est vraiment revenue dans les entretiens aussi, c'est la question de la transmission, puisque en fait les arboriculteurs du Pilar rhodanien sont quand même confrontés à la question de la transmission de leur exploitation, notamment les arboriculteurs de la coopérative qui sont structurés ensemble et qui sont liés par des contrats de production en fait aux clients, eh bien, se retrouvent dans un choix cornélien de devoir en fait reprendre les surfaces les surfaces agricoles de leur les surfaces de leurs voisins qui arrêtent en fait pour pouvoir garantir une production stable et du coup, la question se pose de l'avenir de l'agriculture dans ce pays-là, puisque euh, on pourrait voir l'émergence d'une agriculture à deux vitesses, entre guillemets, entre, entre une agriculture très intensive de la part de la part des arboriculteurs du Pilat. Bon, après, faut remettre aussi les choses dans le contexte, c'est pas forcément... Enfin, faudrait redéfinir la question de l'intensivité, mais voilà, donc des arboriculteurs qui auraient des grandes surfaces de vergers et la question de est-ce que ces espaces pourraient libérer de l'espace pour d'autres productions qui pourraient venir, notamment par exemple une chargée de mission du parc du Pilat m'a quand même évoqué le fait que aujourd'hui les porteurs de projets ils ont quand même des projets plus diversifiés sur des plus petites parcelles de maraîchage par exemple où ils ont vraiment la question de la biodiversité, de la préservation de ces espaces-là. Donc, on pourrait avoir l'émergence d'un paysage plus diversifié et qui pourrait être favorable à cette lutte biologique par conservation et gestion des habitats. Je sais pas si on a perdu Alexia ou si c'était fini.